Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Pierre Chéry, bonjour. Bonjour Monsieur Revol. Vous êtes, comme Saint-Augustin, un enfant de Soukaras. Vous êtes né en 1942 dans cette ville de l'Est algérien, que vous avez quitté en 1959 pour étudier en métropole. Votre épouse est également originaire de Soukaras, mais vous ne l'avez rencontrée que plus tard, en France. Ingénieur métallurgiste dans un centre de recherche spécialisé dans la mécanique, le CETIM. Vous avez longtemps vécu en région parisienne avant de vous installer à Montpellier il y a plus de 20 ans. Depuis quand votre famille était installée à Soukaras en Algérie ? Voilà, alors effectivement, je suis originaire de Soukaras. Effectivement, c'est anciennement Tagaste, la ville de Saint-Augustin, puisqu'il a fait ses études pas très loin de Soukaras, à Mador. Et cette ville de Soukaras qui m'est chère, puisque, comme vous l'avez dit, je suis né en 42, de novembre 42, d'ailleurs on y reviendra. Alors, finalement, ses origines et cette ville de Soukaras, pendant plusieurs années, ne m'a pas troublé pendant toute ma vie professionnelle. C'est lorsque j'étais préparé mon départ en retraite que là, j'ai eu ce qu'on appelle la noce d'Algérie. Alors, l'origine de Soukaras et de la famille, ça remonte dans les années, je suppose, parce que là, j'ai pas de précision, dans les années 1840. Parce que mes arrière-grands-parents, qui étaient maltais, du côté de mon père, étaient maltais, sont arrivés donc dans ces années-là, puisque ils ont eu pas mal d'enfants, et mon grand-père, qui est né, comme ma grand-mère d'ailleurs, toujours du côté paternel, ont eu 12 enfants. 12 enfants. Et il faut dire que l'arrière-grand-père, je ne peux pas vous dire quel était son métier, mais le grand-père, lui, qui était jardinier, s'est installé ensuite comme charcutier au marché de Soukaras. Et il a fallu faire vivre 12 enfants plus des petits-enfants parce que une de leurs filles avait décédé et un petit cousin. Donc, vous voyez, il y avait 13-14 enfants à faire vivre et ça a été quand même une période assez difficile. Pourquoi sont-ils venus en Algérie ? Alors là, grande question. Je pense que c'est pour trouver du travail, parce que c'était peut-être l'Eldorado, l'Algérie à ce moment-là, et quitter l'île de Malte pour s'installer. Alors, effectivement, il y a un petit jeu de mots sur le nom, parce qu'il paraît qu'on s'appelle non pas Chéri, mais Xéri avec un X. Et comme le X se prononce CH, donc c'est devenu Chéri, et je préfère effectivement qu'on dise Chéri que Xéri. Enfin, pour moi, c'est une consonance. Et d'ailleurs, des chéris avec les services municipaux qui enregistrent les noms. Il y a des chéris avec un R, il y a des chéris avec 2 RI. Enfin, il y a des chéris, mais bon, c'est ce qu'on dirait un copain, un anglais, c'est la cerise sur le gâteau. Comment décririez-vous l'ambiance à Soukaras dans les années 50 ? Alors, dans les années 50, finalement, j'avais 8-9 ans. D'ailleurs, vous retrouvez ma photo sur la première page du livre que j'ai écrit, là, Un enfant de Tagaste, puisque cette fois, je suis en premier plan, à droite, avec un béret sur la tête. J'ai 9 ans, à peu près, à cette époque. C'est une période de l'enfance qui est une période très, très, j'allais dire, comme tout enfant, on va à l'école, on vit comme dans toute ville ou au village français, mais avec un environnement qui est un peu différent, des copains de classe qui sont différents, des copains qui sont d'origine juive, d'autres qui sont d'origine arabe. Mais c'est une période
de l'enfance et la préadolescence qui ont été très, très, j'allais dire très enjouées. J'ai des bons souvenirs de cette période-là. Donc les communautés se fréquentaient notamment à l'école, mais quelles étaient leurs relations, on va dire, au quotidien? Alors, les relations au quotidien, c'était des bonnes relations. Il n'y avait que lorsque, plus tard, quand on a été pré-ado, qu'on faisait des surbooms, que là, disons, quand il y avait une petite séparation, parce que, bon, on n'invitait pas un copain musulman à venir danser, à venir faire à l'époque des années un peu yéyé, etc. Mais sinon, c'était des rapports très sympathique. Moi, d'ailleurs, je le dis dans mon livre, avec un copain arabe qui venait travailler chez moi, qui venait goûter, et moi j'allais aussi chez lui goûter les fameuses galettes arabes et les gâteaux dont on se régalait d'ailleurs. Comment a réagi votre famille au déclenchement de la guerre le 1er novembre 1954? Alors, effectivement, ça a été une grande surprise, ce déclenchement de ce qu'on appelait alors, à l'époque, les événements. C'était bien plus tard qu'on appelait ça une guerre. Alors, ces événements, ça a été une surprise. C'est-à-dire que on pensait que ça allait s'arrêter assez vite. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Après, avec les attentats, mais j'avoue que moi, quelque part, je vivais ça comme on avait des informations à la radio, bien sûr, de tout ce qui se passait, mais c'était même les parents qui ont continué à travailler, puisque mon papa était charcutier aussi, hein, et il a commencé à travailler à l'âge de 10 ans avec son papa, et puis ma maman, elle a 16 ans, était aussi à travailler, et tous les deux, quand ils ont monté leur commerce après leur mariage, ils ont continué à bosser et bosser dur, puisque je les voyais que les dimanches. Donc il n'était pas vraiment, comment dire, c'était pas la préoccupation du quotidien au début, quoi. Non, complètement. Disons que ça a été une préoccupation bien plus tard, quand il y a eu des événements un peu plus difficiles dans les années 57, 58 et un peu plus tard. Là, oui, ça a été un peu plus difficile à vivre. Soukaras, donc votre ville natale, était une ville stratégique, proche de la frontière tunisienne, située sur des axes importants, avec une présence militaire assez importante. Comment ça pouvait influer sur le quotidien, et est-ce que vous avez des souvenirs marquants de la guerre à Soukaras? Effectivement, vous faites bien de souligner, Soukaras était un point stratégique. Et c'est pour ça qu'eux, ils avaient établi une ligne électrifiée qui séparait la Tunisie de l'Algérie. Et la période la plus difficile, c'était lorsqu'il y a eu la grosse bataille de Soukaras. Alors, si je me souviens bien, ça a duré quelques mois, mais surtout en février 58, si mes souvenirs sont bons. Et là, vraiment, ça a été très dur, parce que je me souviens effectivement d'avoir passé une ou deux nuits cachés sous un lit. On avait des mitraillages dans les rues, des grenades qui explosaient, des hélicoptères qui survolaient la ville. Donc là, ça a été très dur. Et j'ai un souvenir qui m'a marqué profondément. C'était lorsqu'il y a eu les 70 cercueils de militaires français qui étaient mis sur la place qui était en haut de la rue Victor Hugo, la rue principale. Il y avait un coq qui représentait le monument aux morts. Et lorsqu'il y a eu la sonnerie aux morts, ça a été... Je ne peux plus supporter cette musique. Dès que j'entends une sonnerie aux morts, je me bouche les oreilles, j'essaie de partir, parce que vraiment, là, 58, ça m'a marqué, vraiment, très fort. Alors, autre souvenir, c'est que finalement, là, dans cette période-là, mon père, comme mon beau-père d'ailleurs, qui ma femme a ses souvenirs, mon père allait vendre sa charcuterie à Ouenza, qui était à presque peut-être une centaine de kilomètres de Soukaras, et il y allait le jeudi au marché vendre sa charcuterie, et il a toujours passé les barrages sans aucun souci. Donc mon père n'a pas eu de problème, et alors que ma mère lui disait non, c'est pas possible, tu risques de subir un arrêt
des barricades, te faire... Non, mon père, lui, disait non. Il faut dire que mon père avait le teint d'un Maltais, mais très mat, parlait l'arabe couramment, donc il le prenait comme un des leurs, tout en étant charcutier, sachant que le cochon est arabe. Oui, quand même, charcutier dans un pays d'islam, entre guillemets. Exactement, donc mon père n'a jamais fait d'argent sur le dos des Arabes. Je ferme les guillemets. C'est passé un autre événement un petit peu particulier à Soukharas, c'est ce qu'on appelle l'expulsion des Pères Blancs. Ce sont des religieux qui soutenaient le FLN, en fait. Alors, est-ce que vous avez un souvenir? Alors, effectivement, là, j'ai un souvenir, mais assez fugitif, c'est que ces abbés, là, je crois qu'ils étaient 2 ou 3, qui étaient... alors, on appelait ça les libéraux, ceux qui étaient un peu pro-FLN, bon. Et ces abbés ont été, donc avaient une activité pro-FLN, mais ça se voyait pas tellement. Seulement, bon, dans la communauté chrétienne de Soukharas, ils ont pas été acceptés avec plaisir. Donc, ils avaient demandé à ce qu'ils soient mutés dans dans un autre diocèse. Est-ce que ça a fait un petit peu scandale à l'époque ou quelles étaient les réactions? Écoutez, là, je n'ai pas trop de souvenirs. Je sais que, comme on a appelé le Monseigneur Duval à Alger, on lui avait donné un surnom, je crois, plus ou moins, qui n'était pas agréable à porter. Mais bon, c'était un peu du même style, quoi, voilà. Vos parents prennent la décision en 1959 de vous envoyer poursuivre vos études en métropole. Comment vous avez vécu cette décision? Alors, finalement, je devais donc intégrer le lycée technique de Constantine. Et puisque j'étais à l'époque donc accepté, j'avais passé le concours de seconde technique mathématique, j'avais été reçu. Et mon beau-frère, qui était chef de travaux au lycée technique, avait conseillé à mes parents, juste après les événements de 58, avait conseillé de m'envoyer en France. Et donc j'ai vécu cette décision comme plus ou moins sympathique, puisque j'allais découvrir et une nouvelle famille. Alors je devais être à Nîmes, mais comme il n'y avait plus de place interne, donc j'ai débarqué au lycée Joffre de Montpellier, parmi 600 internes. Vous imaginez un gars du bled qui arrive à 16 ans dans un lycée avec 600 internes. Et j'ai découvert donc des cousins montpelliérains qui ont découvert ensuite ma ville de Soukharas, bien plus tard, dans les années 70. Donc j'ai vécu ça de façon agréable. Alors à part, bien sûr, l'internat, qui était moins facile pour moi, mais ça a été une période assez sympathique, puisque la même année, à Noël, je suis retourné passer les fêtes à Soukharas, donc en famille. Et là, ça a été un choc, parce que d'un seul coup, de Montpellier, retrouver une ville comme Soukharas, ça a été un petit peu le choc des cultures. Et oui, finalement, c'est très différent. Oui, complètement, parce que, bon, Montpellier, je me retrouvais, bon, allez, si vous vous rappelez de Montpellier de ces années-là, il y avait le petit train qui allait à Palavas, il y avait, enfin, toute cette période, puis, et sur le plan culturel, je me retrouvais quand même dans une ville européenne, tandis que là, après, quand vous arrivez, vous débarquez à Bonn, puisqu'à l'époque c'était Bonn, je débarquais à Bonn et que vous ayez Bonn-Soukharas, il y a une centaine de kilomètres en traversant tous les villages, avec les ânes, avec la vie de l'Algérie, quoi. Donc c'était le choc. Et est-ce qu'il y avait un certain stress d'être séparé de sa famille en sachant que c'était quand même un peu la guerre en Algérie? Alors, pas trop, parce que j'avais des bonnes nouvelles. Pour l'instant, ça se passait bien. Il n'y a que vers la fin, dans les années 60-61, là, quand il y a eu la période de l'OAS, et que là, je me faisais du souci pour mes parents, je voulais à tout prix qu'ils rentrent en France, vu les informations qu'on avait donc en métropole. Et là, vraiment, là, je me suis fait du souci, mais ça a été vers la fin. Donc, sachant qu'en 62, je peux vous donner l'information, là, en 62, le jour de l'indépendance,
les habitants, pour fêter ça, on demande à mon père de les amener faire le tour de la ville avec sa camionnette, avec les drapeaux qui volaient au vent et les you-you. Donc ça a été mon père, lui, a fait ça de façon, disons, lui, il se voyait bien continuer à vivre encore là-bas et continuer de se transformer de charcutier en boucher. Lui ne pensait pas du tout rentrer à ce moment-là. Quand vous étiez en métropole, j'imagine aussi que vous aviez une autre vision de la guerre d'Algérie. Comment on en parlait en France à ce moment-là ? Ben, écoutez, moi je me suis retrouvé effectivement en tant qu'interne. On était peut-être entre une dizaine de pieds noirs. Alors il y avait des Oranais, il y avait des Algérois, il y avait des gens de l'Est là. On s'était retrouvé donc une petite bande de pieds noirs et on se donnait des nouvelles. Mais vous savez, vous avez entre 16 et 18 ans, 19 ans, on pense plutôt à faire la fête et à sortir. Les autres problèmes devenaient mineurs, disons que voilà. Tant que nos familles n'étaient pas touchées. Donc votre père participe entre guillemets à la fête de l'indépendance, mais finalement la famille choisit de partir. Comment se passe le départ, le voyage ? Alors, finalement, mon père et ma mère, d'ailleurs tous les deux, souhaitaient rester. Et c'est quand ma mère a eu la visite d'étrangers, disons de gens qui venaient de Tunisie, on rentrait à la maison, on lui a dit « Madame, tu n'es plus chez toi, tu t'en vas, tu dois déguerpir ». Ma mère a eu tellement peur, elle a dit à mon père « Bon, là, on ne peut pas rester, il va falloir rentrer ». Et ils ont eu la chance, parce que mon père avait, donc dans les années 57-58, acheté une maison à côté d'Arles. Et cette maison a été quand même le point, disons, d'accueil. Et donc, comme ils ont pu, à ce moment-là, préparer leur départ d'Algérie, ils ont pu avoir un cadre, rentrer avec leurs meubles, et il a pu même vendre sa maison, un tarif qui n'était pas là. Mais il avait quand même la porcherie et tout le reste de biens qu'il a fallu. Et il y a eu... disons que mon père a été très malheureux de quitter son pays natal. Vous me racontiez que cette maison d'Arles, donc proche de Marseille, un petit peu le point d'arrivée principal des rapatriés, c'était aussi un lieu de rencontre et un lieu où il y avait du réconfort pour tous ceux qui arrivaient. Exactement, puisque finalement, quand ils arrivaient sur Marseille, pour aller après, soit sur Toulouse, soit sur de Marseille pour aller sur la Côte d'Azur, donc ils passaient pas par Arles, mais pour aller vers le centre de la France. Donc ils s'arrêtaient à Arles et mon père était tout heureux avec ma mère. D'ailleurs, ma mère, aux grandes dames de ma mère, parce que mon père a toujours été avec ce caractère un peu algérien, de recevoir l'hospitalité. Vous allez bien rester déjeuner et puis vous pouvez passer encore une nuit. Donc, et c'est ma mère et ma grand-mère qui à cette époque, devaient se payer toutes les corvées, de préparer les repas et tout le reste. Mais c'était la joie de retrouver quand même des gens du pays. On a déjà d'ailleurs hébergé un cousin et sa femme et les deux enfants à l'époque pendant plus de 6 mois. Moment romantique, pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec votre femme, Marie-Lou, qui est également originaire de Soukaras, mais que vous avez connue finalement en métropole après ? Alors effectivement, c'est une histoire c'est ce qu'on appelle en arabe le mektoub, hein, le destin. Bon, c'est le destin. Écoutez, on a une famille commune. J'ai une cousine germaine qui a une génération de plus que moi, donc qui a 20 ans de plus que moi, qui avait épousé le frère du papa de Marie-Lou. Donc, ma cousine était la tante de Marie-Lou. Voilà. Et comme on est deux familles, on avait donc plus ou moins une famille commune, un mariage du frère de cette fameuse cousine, on s'était retrouvés. Elle avait 18 ans, je l'avais 24. Et là, à l'époque, moi, 24 ans, je n'étais pas prêt à convoler. Mais on nous avait mis déjà en couple, c'était déjà prémonitoire. Mais c'est bien plus tard, quand j'étais à Senlis, dans mon centre technique, je travaillais, et en descendant à Montpellier, les enfants de cette cousine, donc mes petits cousins, me disent « Mais tu sais, notre cousine Germaine,
est à Provins, au lycée Thibaut de Champagne de Provins. C'est certainement pas très loin c'est quand même Provins sans Lys, c'est quand même pas à côté. Et c'est comme ça que finalement j'ai pu renouveler, disons, retrouver Marie-Lou. Et on s'est rencontrés en fin d'année 73. On a passé le réveillon du jour de l'an chez des cousins à Meaux, à Saint-Maur. Et là, quand elle m'a dit qu'elle avait demandé sa mutation de Provins pour aller sur la Côte d'Azur, je lui ai dit non, ta mutation, ça sera pour la région, pour l'Oise, en Picardie, parce que je te demande un mariage. Puis voilà, depuis juillet 74, nous sommes en couple avec 3 enfants et 4 petits-enfants. Et il y a une petite anecdote, c'est qu'à Soucarras, vous aviez rencontré ses parents une fois. Parce qu'avec votre ami, vous aviez essayé de voler des fruits, je crois, dans le jardin. Alors oui, ça c'est une anecdote que je rappelle. C'est je devais avoir 5-6 ans, puisque la bonne Bournilla, qui était ma deuxième grand-mère, qui venait me chercher à l'école, et mon petit copain d'en face de chez moi, Mirou Boubli, m'avait dit « T'es pas capable d'aller chercher les caroubes dans le caroubier qui était dans le jardin de monsieur et madame Caléja. » J'ai dit « Comment je suis pas capable ?» Et je me retrouve dans le caroubier et madame Caléja sort et lui dit « Qu'est-ce que tu fais dans cet arbre, petit galopin ?» Et la bonne Bournilla lui dit « Ne dis rien, madame, c'est le petit de la famille chérie, il fait rien de mal. » Elle ne savait pas que plusieurs années plus tard, c'est pas une caroube que c'était sa fille. Je crois que vous êtes retourné de nombreuses fois sur votre terre natale. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ces différents retours aux sources ? Alors, la première fois, je suis retourné en 70, donc avec mes cousins montpelliérains, là, il y en avait un qui faisait son service militaire en tant que coopérant à Nabeul. On en a profité, on a loué une voiture et on a fait Nabeul, Gardimaou, la ville frontière, et puis Soucarras. Et là, 70, j'ai revu une ville de western. C'était au mois d'août, il faisait très chaud, il y avait des travaux. Et donc là, et puis une boule au ventre, je ne suis pas resté très longtemps. Il a fallu que je parte parce que c'était très dur. Mais là, on me mettait un bandeau sur la tête, sur les yeux, et j'aurais pu faire la route Soucarras, Bonne, donc à Naba maintenant, les yeux fermés. Et donc 70, je regrette de ne pas avoir vu ma maison. Parce que là, elle était toujours présente et je n'ai pas eu le courage de sonner pour... Et j'y suis retourné donc en 2006. Et 2006, alors là, aux surprises, je me disais à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va avoir l'indifférence ? Est-ce qu'on va avoir quelques moments des gens qui vont vous témoigner pas de la haine, mais l'indifférence, c'est encore plus dur. Et là, ça a été alors extraordinaire. Plus d'ailleurs pour mon épouse que pour moi au départ. C'était bienvenue chez vous, on est content de vous revoir, de quelle famille êtes-vous, etc. Et là, j'ai retrouvé mon meilleur copain, mon meilleur ami de classe. Et là, ça a été, j'ai dit, comme je l'ai retrouvé la veille de mon départ, je lui ai dit, je reviendrai. Et j'y suis retourné en 2015 avec un enregistreur. Et là, j'ai retrouvé donc 3 copains, 3 amis, qui on a mis tout sur la table, toute la période de la guerre d'Algérie, la période qu'on a vécue tous ensemble, et ce qui a valu que j'écrive ces mémoires avec leur autorisation, bien sûr, et pour transmettre quand même toute cette période. Et là, le fait d'être retourné tout récemment, alors j'y suis retourné l'année dernière parce que je ne connaissais pas l'Oranie, j'ai passé 4 jours en Oranie, et là, au mois de mai, 6 mai, j'ai dédicacé mon livre là-bas, et ça a été un moment de pur bonheur. Je ne peux pas vous dire, j'ai été reçu mieux qu'un chef d'État. Participez également à des actions pédagogiques en milieu scolaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cela ? Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle Coup de Soleil à Montpellier, et une association d'anciens combattants qui est basée à Toulouse a demandé s'il y avait des personnes intéressées pour aller parler dans les lycées, au terminal ou dans des classes de BTS qui sont plutôt du côté histoire. Et là, moi, ça m'a intéressé et j'ai fait comme ça plusieurs interventions auprès de jeunes. D'ailleurs, je peux vous dire que ce sont surtout les filles d'origine donc maghrébine qui sont plus intéressées par cette histoire
sachant si on parlait l'arabe, si on parlait le français à cette époque, etc. Donc, et c'est intéressant de pouvoir transmettre toute cette vie parce que, bon, je crois que dans mon livre, j'avais un problème avec le terme colonialisme, et là, j'ai résolu, puisque maintenant, je suis totalement en accord avec ma conscience à ce niveau-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être quelqu'un qui avait profité du système, d'être colon là-bas, alors que venant d'une famille, et une famille, donc je vous l'ai dit tout à fait au début, arrière-grands-parents, grands-parents qui ont trimé toute leur vie, je me sentais d'être légitime là-bas et de ne rien avoir à me reprocher, et les amis algériens m'ont témoigné effectivement que je faisais partie des leurs et j'étais un de leurs frères. Et donc, moi, ma conscience est complètement tranquille. Il faut dire que j'ai quand même pas mal travaillé sur le problème juridique de tout ce qu'il y a depuis 1945 jusqu'aux premiers événements de 1954, quand c'est déclaré, donc ce qu'on appelait les événements à l'époque. Et je peux dire là maintenant que la France a eu tout faux. C'est bien dommage, mais on ne refait pas l'histoire. Ma dernière question sera donc, puisque vous y êtes retourné de nombreuses fois, et même très récemment, quel est votre regard sur l'Algérie d'aujourd'hui ? Alors, je peux dire que j'ai un double regard. J'ai un regard très bienveillant, dans le sens où on est toujours très bien reçu. C'est là le côté empathie, revoir cette vie commune qu'on a eue. Donc là, de ce côté-là, c'est formidable. Mais il y a un autre problème, et je crois que là, c'est un problème beaucoup plus politique, c'est que on voit bien les dernières informations où le président Tebboune devait venir au mois de mai, au mois de juin, et puis il a préféré aller à Moscou que de venir sur Paris. Alors il y a un problème politique et il y a un problème donc entre les peuples. Et je peux vous donner une image. Quand je suis arrivé là-bas au mois de mai, avec un ami qui était d'une famille libraire. Ce gars, un polytechnicien d'Alger, on s'est assis sous l'olivier de Saint-Augustin, qui domine la ville de Soukaras. Il m'a dit, Pierre, les peuples, on est fait pour s'entendre, et les politiques, c'est un autre problème. Voilà. Donc, je m'en suis rendu compte du fait que, finalement, le pays n'est pas encore prêt à s'ouvrir au tourisme. Surtout déjà, il manque pas mal d'infrastructures pour accueillir des gens de l'extérieur. Et est-ce que les politiques de là-bas sont prêts à s'ouvrir à ce niveau-là ? Donc, on est content d'y aller, mais il y a un autre problème, c'est le problème des gouvernants. Ça, on n'y peut rien. Merci beaucoup, Monsieur Chéry. Écoutez, avec grand plaisir, très content d'avoir pu transmettre, parce que mon objectif, c'est justement pour mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux à qui je pourrais transmettre, à tous ces jeunes, cette vie, parce que j'espère qu'un jour, on aura une réconciliation totale entre les deux peuples et qu'on pourra voyager et continuer, parce que je vous assure que l'Algérie, c'est vraiment un très très beau pays. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.